bonjour. Alors moi je vais redescendre un peu dans indépendamment de la transition énergétique, etc. Poser la question, savoir si on peut en fait même espérer accroître durablement le bonheur national, le bonheur des gens, qui est la question que se posent ceux qui font la politique publique. Est-ce qu'il y a les moyens de créer les conditions pour que les citoyens, par exemple, d'un pays, deviennent plus heureux et puis que ça dure, que ça persiste. Alors pourquoi ? Parce que dans la discipline dans laquelle je fais de la recherche, qui s'appelle l'économie du bonheur, on est un peu pessimiste en fait là-dessus, bizarrement. Finalement, la motivation des gens qui travaillent dans ce domaine, c'est vraiment, ça commence par une remise en cause du fait que, comme on l'a dit, notre modèle, notre trajectoire économique, de production, crée vraiment du bonheur. Donc, d'abord, juste pour que ça soit clair, de quoi on parle ? Alors on essaye de quantifier le subjectif, c'est peut-être pour ça que je suis là, parce qu'il s'agit quand même un peu de subjectif. Donc c'est un lien avec la psychologie. Donc on essaye de quantifier la manière dont à quel point les gens se sentent heureux ou satisfaits de leur vie, tout simplement en leur posant la question. Il ne s'agit pas de décider, nous, économistes, ce que c'est que le bonheur et ce que devraient faire les gens. On leur demande tout simplement de se mettre une note sur une échelle, comme vous, les médecins, vous faites avec l'échelle de la douleur, mais nous, c'est sur l'échelle de la satisfaction dans la vie ou du bonheur. Et le premier qui a posé cette question, c'était en 1959 Cantrill, qui est à l'origine de tous les sondages qui ont été repris après par l'entreprise Gallup. Voilà l'image d'une échelle graduée de 0 à 10. 0 représente la pire vie possible pour vous, 10 la meilleure vie possible, et vous, sur cette échelle, à quel niveau vous vous mettez. Voilà. Et ça, la réponse que les gens se donnent, c'est une indication de à quel point ils sont satisfaits de leur vie ou heureux. Et ensuite, dans les grandes enquêtes, on connaît tout sur la vie des gens, leur métier, leurs études, etc. Et on met en relation cette note avec leurs conditions de vie. On essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux, malheureux, qu'est-ce qui fait que les gens se déclarent plus ou moins heureux ou malheureux au cours du temps. Donc évidemment, nous, économistes, on se demande, est-ce qu'on a un peu des manettes ? Est-ce qu'on a des leviers ? Est-ce que le revenu, la croissance, les inégalités, le travail, ça rend les gens heureux ou pas ? Parce que bon, c'est quand même important, parce que c'est ça qu'on fait en politique économique. Donc le maître, celui qui a lancé cette discipline, en 1974, Richard Easterlin, professeur à l'université de South California, il a écrit un article dont le titre éponyme, c'est... et un livre, est-ce qu'en augmentant le revenu de tous, on va pouvoir accroître le bonheur de tous ? Évidemment, on comprend bien que cette question, elle est ironique. Et il y répond par ce graphique très simple sur lequel on voit... Alors attends, où est la manette le pointeur, voilà. Et pour pointer, là, c'est quoi ? C'est celui du milieu, non ? C'est celui-là ? Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Ok, ça, c'est pas grave. Ouais. Donc ça, c'est les États-Unis de 1900... Non, pas du tout. Ok. Donc revenir en arrière. Zut. Je l'ai mis à l'envers. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est donc les États-Unis de 1972 à 2002. Donc cette courbe-là, elle représente le revenu par habitant. Donc on voit qu'il passe de 15 000 à 35 000. Donc il fait plus que x2, x2,5. Et ça, c'est le bonheur déclaré par les Américains. Donc ça fluctue au cours du temps en fonction des aléas et de la croissance, de la conjoncture. Mais en gros, quand on trace une ligne qui rejoint le premier point et le dernier point, c'est plat. Donc en fait, tout ça pour que le bonheur moyen des Américains n'augmente pas. Donc finalement, le message d'Easterlin, c'est faut peut-être réfléchir autrement et faire autre chose. Donc ça rejoint un peu votre conclusion, enfin une de vos conclusions ou suggestions. Et ça, c'est la bouteille à encre de tout ce domaine de recherche. On voit que la plupart des gens dans ce domaine sont intéressés par ça, à savoir, d'abord, pourquoi le bonheur n'augmente pas quand la croissance augmente, et ensuite, que faire ? Alors, ce qui est vraiment déprimant, ce qui est très pessimiste dans ce message, c'est que c'est pas vrai uniquement pour le revenu, parce que si c'était que le revenu, effectivement, on peut chercher à faire autre chose dans la vie que consommer, produire et échanger, et se tourner vers d'autres domaines d'activité et espérer comme ça être plus heureux. Mais en fait, c'est vrai pour tous. Si je remplace le revenu sur ce graphique par l'indice de développement humain, qui mesure à la fois le revenu, mais aussi l'espérance de vie et le niveau d'éducation, donc l'espérance de vie, combien de temps je peux exercer ma liberté avec l'éducation, donc l'intelligence dont je suis pourvu, c'est pareil en fait. Le niveau de bonheur reste plat, même quand l'indice de développement humain suit la même trajectoire que le revenu. Donc finalement, est-ce qu'il y a moyen d'accroître le bonheur des gens du tout ou pas ?
Alors, et Easterlin donne une réponse qui est plutôt négative, par la négative, parce que son interprétation de ce graphique, c'est que la raison pour laquelle la raison pour laquelle nous ne sommes pas heureux, c'est parce que, en fait, on est un peu insatiable, on n'est jamais content, on se blase très vite, on est soumis à un phénomène d'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, le bonheur vient de la différence, la satisfaction dans la vie, vient de la différence entre ce que l'on vit et ce à quoi on s'attend, ce que l'on espère. Donc de la différence. Donc le niveau d'aspiration, et puis ce qu'on a réussi à faire, et le bonheur vient de la différence entre les deux. Mais le problème, c'est que les aspirations, elles s'élèvent sans arrêt. Au fur et à mesure que j'atteins des niveaux de vie, de confort, de tout ce qu'on veut plus élevés, j'en veux toujours plus. Et donc finalement, je suis insatiable et je ne suis jamais plus heureux. Donc le niveau de bonheur ne peut pas augmenter. Et ça, c'est vrai pas uniquement dans le domaine matériel, mais c'est vrai dans énormément de domaines. On voit que les gens s'adaptent et se comparent aussi pour ce qui est de un peu tout, quoi. L'école, les études de leurs enfants, les loisirs, les vacances, le théâtre, enfin, il y a de la comparaison et de l'adaptation dans tout. Il y a un deuxième paradoxe qui va nous servir, en fait, à sortir un peu du pessimisme. C'est que Easterlin a également mis en évidence ou observé, c'est que quand on passe ces enquêtes dans la population générale, on remarque que les gens disent toujours qu'ils sont plus heureux qu'avant, que l'année dernière ou qu'il y a 5 ans. Ou quand on leur demande, par exemple, il y a 5 ans, vous étiez où sur l'échelle, ils donnent toujours une note inférieure à celle qu'ils avaient donnée à l'époque. Quand on suit les mêmes gens, ou alors des groupes en moyenne, ils surestiment toujours l'augmentation de leur bonheur, ils sous-estiment toujours leur bonheur passé. Alors qu'en fait, quand on regarde, par exemple, moi, l'année dernière, imaginons que l'an dernier, j'ai été interrogée par l'enquête et j'ai dit, moi, je suis à 8 sur l'échelle de 0 à 10. Et puis cette année, on me réinterroge et je dis, je suis à 8. Et l'année dernière, j'étais à 7. Voilà. Et ça, c'est typique. Donc, c'est bizarre. Et l'interprétation d'Easterlin, encore une fois, c'est l'adaptation. C'est que, au fur et à mesure que les conditions de vie s'améliorent, on fait des progrès, on découvre les vaccins à ARN, des trucs comme ça, on prend tout ça pour acquis. Et donc, l'ensemble des possibles qui est représenté par l'échelle, la meilleure vie possible, il devient plus élevé. Et sur cette nouvelle échelle, les gens, quand ils réfléchissent à leur passé, ils se disent « Ah je devais sûrement être moins heureux puisque je n'avais pas tout ça ». Donc, selon Easterlin, la raison pour laquelle les gens, à la fois, restent au même niveau dans leur déclaration instantanée et surestiment l'évolution de leur bonheur, ou sous-estiment leur bonheur passé, c'est parce qu'ils ont une illusion rétrospective. Donc voilà, donc Easterlin, ses explications, c'est 1, adaptation, 2, illusion rétrospective. Et dans ce monde, en fait, il n'y a aucun espoir d'être plus heureux, durablement. On peut être un peu plus heureux temporairement, le temps de s'habituer, et puis après, on va de nouveau être insatiablement plus exigeant, et revenir à notre niveau de base. Donc finalement, à quoi sert la politique publique? À quoi sert? On va peut-être être aussi heureux dans ce monde où les eaux auront énormément augmenté et il n'y aura plus l'île de Ré, donc heureusement je ne serai plus là, mais puisque finalement on s'habitue à tout. On peut s'habituer vers le haut, on peut s'habituer vers le bas. Donc aucun espoir d'être durablement plus heureux. Ça m'a jamais plu, en fait, dans ce domaine de recherche qui est le mien depuis 20 ans, j'ai jamais aimé cette vision. Donc comment ça marche? Donc juste pour bien fixer les choses, donc les gens vivent dans certaines conditions de vie, donc voilà, ils ont leur vie, leur famille, leur métier, tout quoi, le degré de liberté qui règne dans le pays, la gouvernance, la liberté de la presse, le pluralisme, etc. Bon, ils en conçoivent un certain niveau de satisfaction ou de bonheur dans la vie, et puis après, que je vais appeler latent, donc intrinsèque, vraiment ce qu'ils ressentent, ce qui est hédonique, ce qu'on ne pourra jamais voir ni mesurer. Parce que même en IRM, on mesure des choses instantanées, mais on ne mesure pas le niveau de bonheur général et durable des gens. Et ensuite, il faut qu'ils le mettent, qu'ils l'indiquent sur une échelle. Voilà, cette échelle de Cantril. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette échelle, finalement? Quand l'ensemble des possibles, quand le meilleur des mondes possibles ou le pire des mondes possibles se modifie, l'interprétation de l'échelle se modifie aussi certainement. L'échelle, elle pourrait glisser, par exemple, vers le haut. Au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente, on peut se dire, autrefois on aurait pu se dire, je suis très content d'avoir atteint cet âge que j'ai, mais aujourd'hui, finalement, voilà. Et donc, finalement, la conception que les gens se font du meilleur des mondes possibles, et qu'ils vont, à travers laquelle ils vont interpréter l'échelle, peut-être que ça peut glisser vers le haut ou vers le bas, comme je montre ici, ou peut-être que l'échelle peut aussi s'étendre. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que la pire des vies possibles, ça reste la même, peut-être que c'est le salaire minimum, peut-être que c'est dormir dans la rue, à Paris, par exemple, pour la France, mais peut-être que la meilleure des vies possibles, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup mieux qu'avant, et donc l'échelle, elle s'est dilatée. Et donc, dans ces conditions, quelqu'un est-ce que j'y arrive, ça? Quelqu'un qui s'était mis à 7, par exemple, il y a 5 ans,
et à qui on repose la question maintenant 5 ans après, alors qu'on a fait des découvertes fantastiques maintenant pour se prévenir et guérir des maladies terribles. On lui demande, et justement il l'avait, et donc il est guéri, pardon. Et donc on lui demande où il est maintenant, et donc sur la nouvelle échelle, bien que de manière latente, intrinsèque, il soit au même niveau qu'avant, il va dire, en fait, là, je suis à 5, alors qu'il est de manière latente au même niveau. Et de même, si l'échelle se dilate, quelqu'un qui disait qu'il était à 7, il va dire maintenant qu'il est... Ah, ça bouge tout le temps, pardon. Qu'il est à 5, alors qu'en fait, il pourrait être à 7. OK. Donc, il y a deux interprétations, finalement, de paradoxe d'Easterlin. Celle d'Easterlin dont j'ai parlé, et la nôtre, qui est avec mon co-auteur Alberto Prati, qui est prof à UCL, à Londres, c'est que ça se trouve, en fait, le fait que la tendance du bonheur au long cours soit plate, c'est simplement un phénomène de changement d'échelle. Et donc, toute la question, et on ne peut pas la trancher, mais voilà, la question, c'est est-ce que le bonheur, il est intrinsèquement limité, donc j'ai la chance d'avoir des psychanalystes en face de moi, est-ce qu'intrinsèquement, on ne peut pas être plus heureux, et donc en fait, l'échelle, elle est à l'intérieur de nous, ou alors est-ce qu'en fait, non, pas du tout, on peut être plus heureux, c'est juste l'échelle qui est bornée, c'est un problème de mesure. On ne peut pas le trancher, et probablement les deux sont vrais. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de montrer que la deuxième interprétation, elle a une certaine pertinence. Comment ? En fait, on a retrouvé des séries d'enquêtes conduites par Cantrill lui-même en 59 et puis ensuite Gallup. On les a numérisées et dans ces enquêtes, les gens répondent à la fois à la question de leur satisfaction en ce moment et leur satisfaction il y a 5 ans. Et donc on interprète la différence entre ce qu'ils avaient dit il y a 5 ans et ce qu'ils disent aujourd'hui concernant il y a 5 ans comme le fait que l'échelle s'est transformée, s'est modifiée, soit en se dilatant, soit en glissant. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est Easterlin. Pour l'instant, on n'a rien fait de spécial, c'est juste les données. Donc la ligne bleue, c'est la satisfaction dans la vie, période année après année, de 5 ans en 5 ans. On voit que la tendance, elle est plate. La ligne bleue, elle est plate. La ligne avec les losanges, c'est l'indice de développement humain. Donc c'est moins pentu parce que ça avance moins vite, l'espérance de vie, mais quand même, ça croît. La ligne pointillée, c'est le revenu par tête, comme tout à l'heure. Évidemment, il augmente entre 1959 et 2008. J'arrête en 2008 parce qu'après, ils ont arrêté de poser la question rétrospective, malheureusement. OK ? Donc nous, on interprète la différence entre... Et la ligne verte, c'est ce que les gens disent à un moment donné sur comment ils se sentaient il y a 5 ans. On interprète la différence, l'écart, à un moment donné du temps, entre la ligne bleue et la ligne verte, comme le fait que l'échelle s'est déformée. C'est pour ça qu'ils ne disent pas la même chose. Et en interprétant ça, on voit que cette échelle, elle se dilate. Par exemple, au début, elle va de 0 à 10, c'est normal, c'est l'échelle de la première période. Déjà à la deuxième période, l'écart entre deux niveaux entre le point bleu et le point vert, on l'interprète comme le fait que l'échelle s'est dilatée, elle monte maintenant jusqu'à 12. Au lieu de pointer bêtement, je vais faire comme ça. Et on fait ça année après année, période de 5 ans après période de 5 ans, et on voit qu'avec notre interprétation, l'échelle finalement, au début, elle était de 0 à 10. Maintenant, elle est de 0, à la fin, elle est de 0 à 26. Et voilà. Et on reconstitue la chronique du bonheur latent selon cette interprétation. Et on la montre sur la ligne rouge qu'on appelle M-line, M comme mémoire. Et à ce moment-là, on voit que selon cette méthode, le bonheur latent, il serait resté non pas au même niveau qu'au début, c'est-à-dire environ vers 7, mais il serait monté de 7 à environ 18, c'est-à-dire que sur un indice, par exemple, il serait passé de 1 à plus que 2,5. Il aurait été multiplié par 2,5. Voilà, donc finalement, on restaure la possibilité qu'on soit plus heureux. Alors juste pour conclure, parce que c'est vous, je voudrais donner une sorte d'indice de validation de la méthode. C'est qu'un autre paradoxe de cette recherche, c'est que dans les enquêtes, quand les gens ont des enfants, il n'y a pas de relation statistique robuste entre le fait d'avoir un enfant ou de devenir parent et le bonheur. C'est quand même très étonnant. Bon, bien sûr, il y a l'instinct, mais quand même, étant donné le temps, les efforts, les sacrifices, etc., et tout ce que ça nous apporte d'avoir des enfants, c'est quand même très étonnant que les gens fassent ça, surtout fassent tellement d'efforts pour essayer d'en avoir, même quand c'est difficile, et en fait, ça ne les rend pas heureux. Ça, c'est un des paradoxes de ce domaine de recherche, de ces données que j'ai également jamais tellement aimées. Alors, avec notre méthode, toujours en utilisant la différence entre ce que les gens disent à un moment donné et ce qu'ils disaient l'année dernière. Donc on remplace la mesure de satisfaction dans la vie courante par notre mesure à nous, la M-line. Et à ce moment-là, avec des données allemandes dans lesquelles on a des données, l'enquête essentielle allemande, sur une période où ces questions sont disponibles, on compare, c'est pas la peine de regarder les chiffres, mais on compare donc la variation de bonheur, soit
courante avec la mesure habituelle, soit reconstituée par nous, en fonction des événements que connaissent les gens dans leur vie. Donc, j'ai trouvé un travail ou j'ai perdu un travail, mon revenu a augmenté ou il a baissé, j'ai eu un enfant, je me suis mariée, j'ai divorcé, etc. Avec la mesure classique, c'est la première colonne, il y a une relation même négative. Les gens qui ont un enfant, l'année d'après, ils sont moins heureux. Avec notre mesure à nous, ça restaure la mesure positive et on voit que pour la première fois, les gens qui viennent d'avoir un enfant, eh bien, ils sont statistiquement significativement plus heureux que l'année d'avant. Et ça augmente en plus le pouvoir prédictif de la régression. Voilà, donc en fin de compte, la question c'est est-ce qu'on peut, voilà, la question reste ouverte. Est-ce qu'on peut espérer être durablement plus heureux? Parce que c'est ça la question, c'est durablement. Est-ce qu'il y a moyen de le penser? Et voilà, je vous laisse sur cette question.